C'est l'heure du journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le conseil communautaire de Nîmes Métropole qui s'est déroulé hier soir. La nuit des écoles, le monde des dinosaures, le journal du flamenco bien sûr. Et notre invité en fin d'édition, Olivier Devic. Salut Olivier. Salut. Tu nous parleras tout à l'heure de ton prochain concert. Avec plaisir. Et le journal ce soir vous est présenté par Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. On débute ce journal avec le mouvement de grogne dans l'éducation nationale et la réforme du ministre Xavier Darcos qui ne cesse de diviser les opinions. Lundi soir, ce sont des parents d'élèves qui ont occupé l'école maternelle Gustave Courbet dans le quartier nîmois de Val-de-Gour afin d'ouvrir le dialogue sur les conséquences de la réforme voulue par le ministre de l'Éducation nationale. RASED, suppression de postes, évolution de l'enseignement à l'école publique, autant de sujets qui ont été évoqués avant la tenue de la grande manifestation qui se déroulera jeudi à l'échelle nationale et qui rassemblera différentes corporations. Des échanges et des préoccupations que nous rapporte Alain Bellon. La nuit des écoles est un mouvement national. Ce lundi soir, les parents d'élèves de l'école maternelle Gustave Courbet à Val-de-Gour l'avaient organisée. C'est une occupation d'école qui a été décidée par les parents d'élèves et auquel nous nous sommes joints, bien évidemment, et pour défendre l'école publique. Laïque, gratuite pour tous, qui nous paraît très compromise par les réformes de M. Darcos. Je crois qu'ils ont pris conscience que les premiers touchés par ces réformes seront les enfants des quartiers les plus en difficulté. Et comme ils nous ont dit très justement, c'est pas parce qu'on habite la ZUP qu'on n'a pas envie que nos enfants aillent à l'école et deviennent aussi médecins ou avocats. Donc nous, on veut se battre à côté des enseignants pour l'école de nos enfants. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Différents points de la loi Darcos leur ont été présentés de manière interactive. Chaque parent ou professeur réagissait à tout moment. Moi, je trouve que l'éducation commence par ici, en primaire, et puis elle finira, je ne sais pas où, mais je pense que c'est ici que tout commence. J'ai une fille de 3 ans qui est scolarisée dans cette école. La prochaine, que deviendra-t-elle, quoi? Et puis, d'autre part aussi, je ne suis pas tout à fait satisfait de la politique de Sarkozy en vue effacer le RASED. Le RASED sont des élèves qui sont en difficulté et qui, les profs sont spécialisés pour essayer de les faire rattraper. Et donc ça, on va les enlever. Ce jeudi 29 janvier, l'école maternelle Gustave Courbet sera en grève et tous rejoindront le défilé boulevard Jean Jaurès. Les organisations syndicales entendent bien faire plier le gouvernement de François Fillon en se mobilisant au maximum et en faisant entendre leur voix lors de la journée d'action prévue ce jeudi 29 janvier. Un jeudi d'ores et déjà présenté comme noir pour tous les sympathisants de la majorité présidentielle. Des syndicats qui souhaitent rassembler large, que ce soit dans le domaine du public ou dans le domaine du privé, afin de manifester contre les mesures annoncées par le gouvernement pour faire face à la crise économique. C'est dans les coulisses de FO et de CFDT qu'Alain Bellon a suivi les préparatifs de la manifestation nîmoise. Ce 29 janvier 2009 doit être pour les syndicats une journée de référence de la mobilisation. Chaque fédération nationale ou locale sont sur le terrain. On attend une mobilisation générale. On pense qu'il y aura autant de monde du privé que du public. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Tous les indicateurs sont bons. Les gens sont très mobilisés pour cette journée. D'autant plus que ce que j'ai entendu ce matin de la part de M. Woerth, disant qu'il ne comprenait pas cette mobilisation alors qu'il y a une crise majeure dans notre pays, il ne comprend pas que les gens se mobilisent. Eh bien nous, on pense que c'est au contraire ce qu'il faut faire pour montrer au gouvernement que les décisions qu'il prend et les mesures qu'il prend ne sont pas les bonnes et que c'est par les salariés que vienne une grande partie de la solution pour faire face à la crise, notamment en augmentant les salaires et en augmentant notre pouvoir d'achat. Les syndicats attendent dès la fin de cette journée de revendication des résultats. Le premier résultat, c'est déjà combien de millions de salariés se seront mis dans la grève, ce que nous appelons la grève du 29, de façon à ce que le rapport de force vis-à-vis du gouvernement et des grandes institutions financières soit radicalement modifié. Il est évident que si le soir du 29 janvier, le gouvernement
n'en tirait pas les conséquences, à savoir une modification radicale de la politique qu'il mène depuis déjà quelques années, mais qui est dans la ligne logique des politiques qui ont été suivies avant, c'est-à-dire favoriser le capital au lieu du travail. À ce moment-là, bien entendu, s'il n'entend pas ce qui se passe, s'il ne change pas radicalement, eh bien, il portera la responsabilité de la crise sociale dont nous sentons qu'elle est en gestation. Dans le Gard, les syndicats seront reçus en fin d'après-midi en préfecture. Le défilé démarrera boulevard Jean Jaurès pour prendre la rue de la République, contourner les arènes et l'esplanade Charles de Gaulle, pour finir avenue Feuchère et rejoindre la préfecture. Et puis en marge de cette manifestation, cet après-midi au Palais Bourbon, la motion de censure déposée par les députés socialistes n'a recueilli que 231 voix, soit 58 de moins que la majorité requise. Une motion qui dénonçait, je cite, l'inaction économique du gouvernement face à la crise et les menaces sur les libertés individuelles. Fin de citation. Cette motion de censure, la 53e dans l'histoire de la Ve République, a notamment reçu le vote de 3 députés MoDem, dont François Bayrou. Sachez par ailleurs que la section gardoise du mouvement démocrate s'associera à la grève nationale de ce jeudi 29 janvier. Hier soir, un conseil communautaire s'est déroulé au siège de Nîmes Métropole. Plusieurs délibérations étaient à l'ordre du jour. Des élus de la communauté d'agglomération, une assemblée qui accueillait de nouvelles têtes du fait de l'entrée de 3 communes supplémentaires au sein de Nîmes Métropole. Des élus qui ont notamment été amenés à débattre sur l'orientation budgétaire de l'agglo. Récit de la séance avec Alain Mellon dans ce sujet signé Pierre-Paul Castelli. C'est un conseil communautaire au goût particulier qui s'est déroulé ce lundi à l'hôtel d'agglomération de Nîmes Métropole. Particulier pour les 3 nouvelles communes membres de l'agglo, Dions, Saint-Chapt et Sainte-Anastasie, qui se sont vus attribuer un siège de vice-président. Mais si s'associer à une institution a des avantages, il y a aussi des contraintes, comme l'harmonisation des taux d'imposition qui revient dans ces communes à augmenter les taux de taxes professionnelles progressivement jusqu'en 2013. De quoi contribuer à alimenter un budget dont les orientations étaient débattues ce lundi. On a un budget global de l'agglo, un cumul des budgets de l'agglo qui est à peu près à 202 millions d'euros. Bon. Ce qui va se passer grosso modo l'année prochaine, c'est une augmentation des investissements au niveau du budget transport. C'est-à-dire qu'on va rentrer en phase opérationnelle avec le fameux transport en commun, le TCSP, le transport en commun en site propre. Actuellement, on a une trésorerie pléthorique sur l'agglo dans la mesure où nous avons encaissé du versement transport et on n'a pas encore commencé à payer les investissements, c'est-à-dire qu'on paye les études. Et bien, donc cet argent-là perçu a servi à équilibrer notre compte, à éviter d'avoir à faire des prêts pour l'agglo. Maintenant, nous allons commencer, surtout en 2010, les investissements sur le réseau de l'agglo, sur le transport en commun. Parmi les autres points à l'ordre du jour, la présentation du rapport d'observation définitif sur la gestion de Nîmes Métropole, rédigé par la Chambre régionale des comptes. Ce rapport est un bon rapport puisqu'il reconnaît d'abord la qualité de nos budgets et il reconnaît également que cette collectivité travaille bien, n'a pas de dette. Je crois que c'est important de le rappeler. Par contre, il nous rappelle effectivement que nous avons intérêt aujourd'hui à prendre de nouvelles compétences, ce que nous avons commencé à faire. Donc ça va dans le bon sens, si vous voulez. Et vous avez vu que l'ensemble des élus présents ce soir ont approuvé ce donné acte, puisqu'on n'a pas de vote, on a donné acte à ce rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Ces nouvelles compétences, comme la gestion des ordures ménagères et l'urbanisme, pourraient être dévolues à Nîmes Métropole à partir de janvier 2010. Jean-Paul Fournier, le président de Nîmes Métropole, sénateur maire de Nîmes, qui sera demain soir à partir de 18h45 l'invité de Pierre-Paul Castelli dans votre émission du mercredi Forum. La préfecture du Gard a communiqué la carte d'implantation des radars pour la semaine du 2 au 6 février prochain à Nîmes, le lundi 2 février sur le boulevard Salvador Allende, le mardi 3 sur la RN 106, le mercredi 4 en centre-ville, le jeudi 5 au Mas de Chélon, enfin le vendredi 6 sur la route de Rouquayrol. Une liste non exhaustive qui est donnée, je vous le rappelle, à titre indicatif.
Exposition d'hiver et de printemps proposée par Jean-Luc Moulaine, un artiste contemporain parisien qui va investir le Carré d'Art jusqu'au 3 mai prochain. En repensant les structures du bâtiment créé par Norman Foster, Jean-Luc Moulaine, véritable poète tout support, propose un parcours initiatique pour le moins détonnant entre objets et images. Un art qui prend le décalage comme référence avec le corps humain en tant que fil conducteur. Olivier Michel a rencontré ce matin l'artiste. Explication dans le texte pour mieux comprendre le dessous de ses œuvres. Je ne fais cet exercice que parce qu'il y a un horizon en fait à la pratique qui est finalement un horizon de paix sociale, de paix humaine et finalement ce qu'on doit et ce qu'on peut appeler l'amour. Il s'appelle Jean-Luc Moulaine, est français, a 53 ans et a du mal à se définir comme artiste et préfère se dire poète. Son langage, fait de volumes, dessins, vidéos et principalement photos, s'articule avec une précision architecturale. En réponse à Norman Foster, dans le Carré d'Art, il a procédé à un placement millimétré de ses œuvres avec un accrochage à la visée laser. On peut remarquer que l'ensemble du musée en fait est structuré de manière modulaire sur un rapport de proportion qui est le même que celui de la Maison Carré. Donc, si vous voulez, j'ai prolongé ce mouvement en reprenant la grille qui structure en fait l'ensemble du bâtiment créé par Foster, que j'ai tout simplement décalé pour la mettre dans un autre axe. Et donc, à chaque endroit où la grille construite et la grille décalée se recoupent, j'ai placé des images. Et quand cette grille est au sol, j'ai placé un objet. Ce qui fait que vous avez des lignes de traverse de l'espace qui ne tiennent pas compte des murs d'une certaine manière. Au dos de cette image, il y en a une autre, mais dans l'autre salle. Un travail sur l'espace physique et intellectuel dans lequel le corps chemine. Un corps dont la représentation reste pour l'artiste un véritable enjeu. Et qu'il s'agisse d'oranges ou d'êtres humains, ce sont des corps nus qui interpellent le visiteur. Quand je photographie directement les corps, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 dans l'exposition, la visée est beaucoup plus en fait un rapport de présence. Et je fais exprès, vous voyez, la présence et la représentation, c'est un rapport de présence qui vous fait être debout en face de l'image. Donc c'est plutôt ça que j'organise, le rapport qu'il y a entre votre corps de regardeur et cette présence à l'image. Celui qui est habillé, en fait, emprunte les habits de la société. Celui qui est nu, finalement, on peut être nu face à quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Alors qu'être nu, enfin être habillé par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas, et finalement on a envie de se débarrasser des oripeaux de la société. Composée de 80 œuvres, l'exposition de Jean-Luc Moulaine sera visible jusqu'au 3 mai. À noter que pour une meilleure lecture et compréhension de ces œuvres contemporaines, le musée d'art édite désormais un petit livret des plus utiles. Et jusqu'à la fin du mois de janvier, la génération Jurassic Park va pouvoir s'en donner à cœur joie avec cette exposition temporaire itinérante consacrée au monde des dinosaures. C'est au champ de foire que petits et grands ont rendez-vous pour se familiariser avec les ptérosaures et autres diplodocus, une découverte à la fois culturelle et ludique afin de mieux connaître ces créatures fascinantes qui vécurent sur Terre il y a un petit peu plus, pendant plus de 160 millions d'années. Des dinosaures avec un air de réel tel que vous le propose Frédéric Siller dans ce sujet. Ils ont disparu voilà près de 65 millions d'années. L'hypothèse la plus probable de cette extinction serait due à l'impact d'un astéroïde sur Terre. De nos jours, le monde des dinosaures fascine. Le cinéma en a fait de véritables stars, vedettes que l'on peut sans danger observer au sein de l'exposition Le Monde des dinosaures. Ici, sur nos 4 structures, on a 21 espèces. Alors du plus petit jusqu'au plus grand. Alors vous avez le stégosaure qui est de petite taille, jusqu'à notre tyran là-haut, le tyrannosaure. Alors celui-ci c'est le plus grand car à l'état sauvage il pouvait atteindre la taille de 30 mètres avec des incisives de 12 cm. Ces animaux ont été reproduits au Muséum de Bruxelles à partir de moules et qui se rapprochent de véritables squelettes. Vous voyez, ça a été pris sur les véritables squelettes et les moules à partir de ça ont été refaits. Ils ont été recouverts d'hypoxie. Ça donne le véritable aspect vivant de ces animaux. Ça donne les plis, les replis et l'œil vif. Donc
pour un peu on croit à des vrais, quoi, si vous voulez. Hein. Dès l'entrée, le visiteur se voit remettre un questionnaire. Le but, trouver les bonnes réponses cachées dans les textes de panneaux explicatifs afin de décrocher le diplôme du petit paléontologiste. Un jeu ludique qui ne laisse pas indifférent. Bah, ça fait un peu bizarre par rapport à d'autres animaux. Et oui, c'est vrai que nous n'avons pas souvent l'occasion d'étudier de près ces animaux, dont certains, pourvus de mécanismes, réveillent l'attention des plus curieux. On a 5 ou 6 de ces animaux qui sont avec un mécanisme et qui bougent la tête, la queue. Alors bon, les enfants les voient bouger, alors bien sûr ça donne une bonne impression quoi, de les voir. Hein. Ces reconstitutions à l'échelle réelle pour un grand nombre de maquettes nous plongent au cœur d'un monde mettant en ébullition notre imagination. On a quand même celui-ci qui fait 7 mètres d'auteur et qu'on a nos petits bonhommes tout près qui viennent les caresser. Je vous assure qu'ils ne sont pas rassurés. Hein. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 31 janvier au Champ de Foire à Nîmes et qui nous pousse à nous poser la question « Comment aurions-nous pu cohabiter à notre époque avec les dinosaures s'ils n'avaient pas disparu ?» Tout à l'heure, nous évoquerons dans ce journal notre traditionnelle page consacrée au Festival de Flamenco qui s'est récemment achevé, mais nous allons rester sur la même thématique avec cette exposition. Aline Brun propose ses œuvres dans les salons d'un célèbre hôtel nîmois, en accent sa peinture sur les contrastes de couleurs et les détails corporels des interprètes de l'art flamenco. Le baile et la danse, le cante rondo, le chant profond, autant de chants d'inspiration pour Aline Brun qui donne rendez-vous à celles et ceux qui souhaitent prolonger ce Festival de Flamenco. Un sujet pictural qui vous est proposé, tout comme le précédent, par Alain Bonnet. Aline Brun, artiste peintre des célébrités du flamenco, nous revient avec dans ses bagages l'exubérance, la tragédie et la douleur flamenco à travers l'exposition qu'elle nous propose à l'Imperator. C'est vrai que c'est plutôt le côté tragique qui m'attire dans le flamenco et donc j'ai plutôt tendance à les peindre sous ce côté-là, finalement. Quand ça crie, quand ça sort des tripes et que ça touche au cœur. Cette fois-ci, Aline Brun tente d'épurer ses œuvres en proposant quelques clairs-obscurs qui révèlent en demi-lumière toute la technicité du mouvement apparaissant de l'ombre au jour, que ce soit des guitaristes, des chanteurs et des danseuses au volant chatoyant. J'essaye d'aller à l'essentiel et de faire disparaître dans l'ombre le maximum de choses de façon à ce que ça exagère encore ce que je veux traduire. Les mains, émouvantes, ridées, comme en prière, savent bien évoquer l'âme flamenco. Et là encore, la gestuelle prend toute sa dimension. Les mains, c'est vraiment très compliqué à peindre. Aussi compliqué que les visages finalement. Parce que c'est aussi expressif. L'exaltation des chants, des danses, des gestes, toutes les mouvantes humanités du peuple du flamenco se retrouvent du 16 au 31 janvier à l'hôtel Imperator de Nîmes, dans cette exposition qui vous transporte au cœur même de l'Espagne, accompagnée d'un chant imaginé qui ne vous coûtera plus. Le visage que vous allez retrouver ne vous dit peut-être rien, mais sa voix fait peut-être partie de celle qui vous accompagne au petit matin. Notre invité ce soir est Olivier Devic. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous, bonne année. Bonne année, c'est vrai qu'on a jusqu'au 31 janvier pour le faire. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Miroir. Alors vous pilotez les matinales chez nos confrères et amis de France Bleu Gare-Lozère. Bien sûr. Mais si vous êtes venu ce soir, ce n'est plus pour parler de radio, mais bel et bien de musique, puisque vous allez donner de la voix dans un tout autre domaine samedi soir à Gajan. Voilà, tout à fait. Alors ça fait quelques années maintenant qu'avec mes camarades musiciens de talent, nous jouons un petit peu comme ça à droite et à gauche dans le département du Gard. Et puis voilà, là on a une série de concerts. Le premier de l'année donc se fera à Gajan avec un prix anti-crise puisque ce sera de 3 €. Pourquoi? Alors j'explique, il y a une partie prise par la mairie de Gajan et puis l'autre partie par Nîmes Métropole. Donc voilà, donc l'association, tout ça, permet d'avoir des concerts. Il y en aura d'autres bien sûr, un peu partout dans l'agglomération de Nîmes. Et donc ça permet d'écouter de la musique pour pas cher. Et puis de la musique de qualité. Je parle pour moi et pour les autres bien sûr. Alors justement, vous êtes à la tête de l'Olivier Devic Quintet, une formation de 5 musiciens passionnés. À quand remontent vos premières amours avec le jazz? Alors je pense franchement, je pense que c'est tout petit en regardant les Tom et Jerry à la télévision.
regardez ces dessins animés-là, vous verrez que la musique de ces dessins animés-là, c'est du jazz. Alors, à vos côtés, on retrouve Norbert Grisot au piano, Gérard Sorel à la batterie, Eric Gadet à la contrebasse et François Estassi à la batterie. Vous allez interpréter des love songs. Quel est le profil de ce répertoire de chansons alors qu'on vous découvre ici à l'image? Alors, ces chansons d'amour, on les retrouve déjà dans les films d'Hollywood. Elles ont, si vous traduisez les textes, vraiment des paroles magnifiques, des mélodies de grands compositeurs, des Cole Porter, du Gershwin et tout ça. C'est Frank Sinatra qui vous a donné envie de chanter? Oui, je pense, oui, cette voix, ce côté décontracté, ce côté très masculin. Olivier Devic est un crooner donc? Oui, je pense, j'espère, oui. Mais le crooner, c'est on va dire, dans la traduction d'un dictionnaire, c'est un chanteur de charme. Un gentleman aussi. Ouais, voilà, avec une certaine élégance, avec voilà. Et puis avec une décontraction aussi. Alors c'est pas facile sur scène d'être décontracté tout le temps, parce que quand on débute, c'est pas mon métier, je rappelle. On est un petit peu stressé, hein, c'est comme de venir à la télévision ou de venir à la radio. Donc voilà, tout ça, ça a mûri avec les années. Et puis samedi soir, je pense que ça va être un moment bien sympathique. Samedi 31 janvier à partir de 20h30 en partenariat. C'est ça. Partenariat, on l'a dit, avec le Laborie Jazz Club et organisé par donc Nîmes Métropole. Et la mairie de Gajan, voilà. Qu'on salue. D'autres projets musicaux en préparation? Des projets, oui, le Stade de France. Non, je plaisante. Non, mais voilà, on va continuer d'autres concerts comme ça. On va jouer à Lunel au mois d'août, à Jonquière-Saint-Vincent aussi au mois de mars. Voilà, il va y avoir quelques séries de concerts comme ça dans le département. Merci bien Olivier, on va merci à vous, laisser, car demain vous vous levez tôt. Eh oui. Histoire d'être à l'heure pour réveiller vos auditeurs. 6h du matin, demain matin, voilà, c'est parti. Mais ça fait rêver à quelle heure pour être à l'antenne à 6h? Un petit réveil à 4h du matin. Même Frédéric n'en ferait pas autant, je crois. Je l'ai eu fait par le passé. Voilà. Merci encore Olivier. Je vous inviterai à la radio la prochaine fois les gars. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et rendez-vous à Gajan, c'est à 15 km au nord-ouest de Nîmes. On le rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas bien la carte du département en tête. Le festival de flamenco a fermé ses portes dimanche soir, mais Télémiroir vous propose de revivre les grands moments du cycle, que ce soit sur scène ou en coulisses. Ce soir, nous vous proposons avec Nicolas Pinchino de découvrir les expositions qui ont été proposées au grand public au cours du festival. Qu'ils soient artistes, peintres ou photojournalistes, tous ont profité de cette semaine flamenca pour présenter leurs œuvres, des œuvres que vous allez découvrir dans le 8e épisode de notre journal du festival. Même si l'absence d'un festival off s'est cruellement fait sentir cette année en ville, le festival de flamenco a fait l'objet de plusieurs actes culturels et expositions en tout genre. C'est dans les salons du Royal Hotel et dans le restaurant La Bodeguita que l'artiste Marc Bouchacourt a accroché ses œuvres picturales. Des déclinaisons flamencas et taurines, synonymes de passion, où le rouge et le noir occupent une place privilégiée. La dramaturgie de la corrida et puis du flamenco où il y a toujours, presque une question de vie ou de mort dans la manière de danser, de chanter. Voilà. Et le mouvement, qui est très dur à saisir en dessin. Et donc c'est un peu la gageure d'arriver à donner l'énergie avec la peinture. Du festival de flamenco, les photographes, qu'ils soient artistes ou journalistes, ont su trouver leur place. Outre ceux qui exposaient sur la façade de la Maison Carrée, l'un d'entre eux a trouvé refuge dans le cadre intimiste du restaurant La Marmite, situé non loin des Halles. Chaque soir, Stéphane Barbier a croqué via son objectif les artistes du festival sur les scènes du théâtre et de l'Odéon pour les proposer le lendemain midi aux habitués de la Marmite.
Un couvercle savamment relevé pour des agapes des plus flamencas. Le challenge, c'était d'être à la hauteur de l'émotion qui était suscitée, qui était générée par ce spectacle. Et le problème a été finalement de photographier ce spectacle. La tentation était grande de rester spectateur, purement et simplement. L'aspect familial compte énormément et le public y a été son cible. Donc dans les images, c'est ce qui se traduit aussi. Et là, l'aspect qui permet de mesurer combien cette famille est grande, c'est le deuxième fils de José qui n'est pas dans l'esprit de la danse, qui n'est pas danseur, qui n'est pas chanteur, qui n'est rien, qui est autre, qui est une activité professionnelle autre et qui vient sur scène et qui nous fait son tour de chant et ça c'est la magie de la famille Galvan, de cette belle famille. Passé la nuit, le travail du photographe consiste à sélectionner les clichés qu'il estime être les plus représentatifs de l'ambiance de la soirée pour ensuite les tirer sur papier et les accrocher sur les murs du restaurant dans le cadre d'une exposition qui s'enrichit quotidiennement. Techniquement, il a fallu à peu près 2 ou 3 heures depuis ce matin, 7h30 pour faire la sélection, les recadrer, les retoucher et assurer le développement. Et du point de vue émotionnel, il faudra beaucoup plus pour digérer la qualité et l'effervescence du spectacle auquel on a assisté hier soir. Un festival tout aussi animé à la mi-journée avec les conférences proposées au théâtre et les afters qui ont enflammé la nuit nîmoise. Les artistes du festival n'hésitant pas à pousser la chansonnette en des lieux divers et variés. Symbole vivant d'un festival qui, à l'orée de ses 20 ans, a su se forger une véritable identité. Et le journal du festival reviendra demain soir sur le spectacle du dernier week-end, Mujeres, avec notamment Rocío Molina et Belén Maya. Un mot de sport avec l'officialisation ce matin du départ d'Eli Kroupi du Nîmes Olympique. Le club a précisé qu'aucun commentaire ne serait fait de plus concernant le départ de l'attaquant ivoirien, écarté du groupe depuis le début du mois de janvier. Autre information concernant les Crocos avec cette offre du Nîmes Olympique en cette période de crise économique. Et désormais, et ce jusqu'à la fin de la saison 2008-2009, des conditions tarifaires spéciales vont être mises en place pour les familles les plus démunies. Exception faite pour les matchs de gala. Un tarif unique de 3,50 € par personne sera disponible au guichet pour une place en pesage ouest pour les bénéficiaires du RMI, les demandeurs d'emploi et les familles. Sur présentation de pièces justificatives, les familles adultes avec 2 enfants minimum. Des invitations seront également disponibles pour des associations caritatives. Celles-ci peuvent en faire la demande par télécopie sur le numéro qui s'inscrit en bas de votre écran auprès du club via ce numéro de fax, le 04 66 29 90 05, 04 66 29 90 05. Et puis Télémiroir vous propose d'autres invitations, cette fois pour aller voir un film, Cyprien, avec Elise Moon, qui sortira le 25 février prochain dans les salles obscures, mais qui sera présenté demain, mercredi, à Nîmes, en avant-première au Kinépolis à partir de 19h45 en présence d'une partie de l'équipe de réalisation. Alors si vous souhaitez peut-être rencontrer demain soir Cyprien alias Elise Moon, tentez votre chance au standard de la télé au 04 66 75
97 49. Je répète, 0466 75 97 49. Laissez-nous vos messages ainsi que vos coordonnées, peut-être pour gagner des invitations pour cette avant-première. Voilà pour l'information de ce soir. Frédéric. Merci Christophe. Dans quelques minutes, Croco Hebdo, votre rendez-vous sportif avec comme invité, Christophe. Plateau de prestige ce soir pour Croco Hebdo avec en plateau René Girard, un nom historique du Nîmes olympique et qui fut jusqu'en 2008 le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. À ses côtés, vous retrouverez Abderraouf Zarabi et l'une des nouvelles recrues des Crocos en la personne de Jean-Jacques Mandreki, buteur vendredi dernier face à Nantes au Costières. Rendez-vous donc à 21h pour Croco Hebdo. Et suivi du match contre Nantes en amical, c'était au Costières vendredi dernier. Une belle victoire des Nîmois, 2-1. Voilà, tout est dit. Merci de votre fidélité. Passez une agréable soirée en notre compagnie et à demain. Au revoir.